Il était une fois, dans un coin tranquille du monde où le temps semblait ralentir, que je me suis retrouvée plongée dans une routine qui, à première vue, semblait altruiste. Mes matins commençaient avec la douce lueur du soleil se glissant à travers les rideaux de la chambre de Monsieur Arthur, un homme âgé doté d'une fortune considérable et d'une santé qui, malheureusement, ne suivait plus son esprit brillant. Moi, une jeune femme pleine d'ambition et, peut-être, un peu d'ingénuité, j'étais là pour prendre soin de lui. Après tout, le dévouement filial était quelque chose que j'appréciais profondément, ou du moins c'est ce que j'essayais de me convaincre chaque jour passé à ses côtés. La maison, une ancienne demeure imposante, exhalait l'histoire d'une vie riche et bien vécue, et je me sentais partie prenante de quelque chose de grand. Ma présence dans la vie de Monsieur Arthur n'était pas un hasard. Il y avait un calcul silencieux derrière chaque thé servi, chaque couverture ajustée et chaque histoire patiemment écoutée. Je savais que la vieillesse apportait avec elle des fragilités, et la solitude en était une, même pour quelqu'un d'aussi fortuné. Mon esprit, agile et concentré sur mes objectifs, voyait en Monsieur Arthur non seulement un patient, mais une opportunité. Après tout, la récompense d'un tel dévouement, je le croyais, viendrait sous la forme d'un testament généreux, une reconnaissance matérielle de mon effort et de ma tendresse. L'avenir semblait prometteur, et je me voyais déjà jouir des fruits de mon travail. Je passais des heures à converser avec lui, à lire ses livres préférés et même à jouer aux échecs, un jeu qu'il adorait et pour lequel je m'efforçais de paraître intéressé, même si mon esprit vagabondait vers l'avenir que j'espérais tant. Lui, de son côté, semblait apprécier ma compagnie. Ses yeux, auparavant un peu éteints, s'illuminaient de gratitude chaque fois que j'entrais dans la chambre. De petits gestes d'affection, comme un sourire ou une poignée de main, étaient interprétés par moi comme des signes que j'étais sur la bonne voie, construisant un pont vers l'héritage que j'attendais. Chaque jour était un pas de plus vers mon objectif. Madame Elisa, la soignante précédente, était une figure constante dans mes observations. Elle était compétente, dévouée, et cela, ironiquement, me dérangeait profondément. L'ombre de sa présence était une menace pour mes plans soigneusement élaborés. Je devais être la seule, l'irremplaçable, l'héritière de la gratitude de Monsieur Arthur. Et pour cela, je savais qu'il me faudrait agir. Mon esprit commença à échafauder un plan, une ruse qui éloignerait Elisa de mon chemin et me laisserait comme la seule source de soutien et d'affection pour la personne âgée. L'ambition, silencieuse et implacable, commençait à modeler mes actions de manière irréversible, et j'étais déterminée à aller de l'avant. L'idée de comploter pour la faire licencier est apparue comme un brouillard dense dans mon esprit, prenant peu à peu forme et contour. J'observais Elisa, chaque mouvement, chaque mot, cherchant la moindre faille, le moindre faux pas qui pourrait être exploité. Ma stratégie était simple, mais efficace, semer le doute, semer la discorde, et récolter les fruits de son absence. J'ai commencé à répandre de petites rumeurs, des murmures subtils sur sa prétendue négligence, des accusations voilées de mauvais traitements qui, avec le temps, j'espérais qu'elles prendraient de l'ampleur et mèneraient à son licenciement. La culpabilité, si elle existait en moi, était étouffée par la promesse d'un avenir luxueux. Mes accusations contre Elisa ont commencé discrètement, comme des murmures dans le vent, mais ont rapidement pris corps et voix. Je me plaignais subtilement à Monsieur Arthur de son inattention, de la façon dont il semblait, plus fatigué, après ses quarts. Jamais rien de direct, toujours en semant la graine du doute avec des airs de préoccupation authentique. Ses yeux, auparavant remplis de confiance, ont commencé à montrer un éclair d'incertitude chaque fois que le nom d'Elisa était mentionné, un signe que mes paroles trouvaient un terrain fertile. La toile de la fausseté était méticuleusement tissée, fil après fil, chaque plainte et chaque observation étant soigneusement calculée pour atteindre mon objectif. L'air dans la maison s'est alourdi, et l'innocence d'Elisa était ma plus grande arme. La manipulation est devenue ma seconde nature. J'attendais le bon moment, l'opportunité parfaite pour porter le coup final. Un jour, Monsieur Arthur a eu un léger vertige, quelque chose de commun pour son âge, mais pour moi, c'était la brèche idéale. Au lieu de simplement l'aider, je lui ai fait croire qu'Elisa avait été négligente, qu'elle n'était pas là quand il avait besoin d'elle. Mes yeux embués de préoccupation et ma voix étouffée d'indignation l'ont convaincu que quelque chose de grave s'était passé sous sa garde. Le mensonge, comme une mauvaise herbe, grandissait et étouffait la vérité, et je me sentais de plus en plus proche de mon objectif. Lui, fragilisé, absorbait chacune de mes paroles. La scène qui a suivi était exactement comme je l'avais prévu. Monsieur Arthur, visiblement ébranlé par ma révélation, a confronté Elisa. Sa voix, habituellement calme, était chargée de déception. Elisa, prise au dépourvu, a tenté de se défendre, ses mots sonnant creux face à mon récit soigneusement construit. Elle niait les accusations,
mais sa voix tremblante et son regard confus ne faisaient que renforcer l'image que j'avais créée d'elle. Moi, de mon côté, je restais ferme, avec l'expression de quelqu'un qui déplore profondément une situation douloureuse, mais nécessaire. Son licenciement était imminent, et je pouvais sentir l'odeur de la victoire dans l'air. Le licenciement d'Elisa fut rapide et, pour moi, un immense soulagement. Je me souviens très bien du jour où elle a quitté la maison, les yeux rouges et le visage empreint d'incrédulité. Elle a tenté de dire au revoir à Monsieur Arthur, mais je me suis assuré qu'il était au repos, à ce moment-là, évitant toute confrontation ou éclaircissement. Je l'ai observée par la fenêtre, tandis qu'elle franchissait le portail, emportant avec elle non seulement ses quelques biens, mais aussi la vérité que j'avais eue. J'ai ressenti un léger frisson, non pas de culpabilité, mais de triomphe. Le chemin était libre et l'héritage semblait plus proche que jamais. Avec Elisa hors de mon chemin, la maison a semblé se calmer. Ma routine avec Monsieur Arthur s'est intensifiée. J'étais désormais sa seule soignante, sa seule confidente, la personne en qui il avait aveuglément confiance. Il manifestait publiquement son affection pour moi, louant mon dévouement à qui voulait l'entendre. Voisins et amis commentaient la chance qu'il avait d'avoir une soignante aussi zélée. Je souriais et remerciais, profitant de chaque compliment comme un investissement dans mon avenir. Le vieil homme, reconnaissant et vulnérable, était désormais une pièce de mon jeu, et je le conduisais habilement vers mon destin. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Ma présence dans la vie de Monsieur Arthur s'est consolidée au point que je me sentais une partie inséparable de sa routine. Il me faisait confiance pour tout, de l'organisation de ses médicaments à l'aide pour son courrier. Je me consacrais avec une ferveur qui était un mélange de mise en scène et d'une étrange forme d'attachement né de la cohabitation quotidienne. Chaque matin, en le voyant me sourire, je sentais que je récoltais les fruits de ma stratégie, un semis de tendresse qui promettait une moisson abondante à l'avenir. Les conversations que nous avions sont devenues plus profondes, et il partageait avec moi des souvenirs et des histoires de sa vie. La gratitude de Monsieur Arthur envers moi était évidente, non seulement en paroles, mais aussi dans ses gestes. Il tenait toujours à me remercier pour chaque petite chose, d'un verre d'eau à la lecture d'un chapitre de son livre préféré. Lors des réunions de famille et avec des amis proches, il tenait à me présenter comme sa chère soignante et louait publiquement mon dévouement. « Elle est un ange dans ma vie », disait-il souvent, et j'absorbais chaque mot, chaque éloge, comme une confirmation que mon plan fonctionnait. L'image de la soignante parfaite était solidifiée aux yeux de tous, et je me délectais de cette reconnaissance. Il a commencé à m'inclure dans les décisions importantes de la maison, me demandant mon avis sur de petites réparations ou le choix de nouveaux meubles. De petits cadeaux, comme un collier discret ou un livre rare que j'avais mentionné, ont commencé à apparaître, toujours accompagnés d'un sourire doux. Je les acceptais avec une fausse modestie, remerciant avec l'air de celle qui n'attendait rien en retour, renforçant l'image de désintéressement que je voulais transmettre. Chaque objet, aussi petit soit-il, était un signe, un petit morceau de la richesse que je croyais bientôt mienne de droit. Chaque jour, l'attente de ce qui allait arriver me poussait en avant. La santé de Monsieur Arthur, cependant, commença à décliner de manière plus perceptible. Ses pas devinrent plus lents, sa voix plus faible. J'intensifiai mes soins, agissant avec encore plus de zèle et de préoccupation, sachant que le temps était compté. Je dormais moins, le surveillais de plus près, et chaque toux ou soupir était un rappel de la finitude de la vie et de la proximité de mon objectif. Mon dévouement devint presque obsessionnel, non pas par un amour inconditionnel, mais par une anxiété croissante concernant le testament. L'adieu était proche, et je me préparais à la grande révélation. Malgré le déclin de sa santé, Monsieur Arthur n'a jamais perdu sa lucidité ni sa gentillesse. Jusqu'à ces derniers jours, il a tenu à m'exprimer sa gratitude. « Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée », a-t-il murmuré un jour, alors que je lui arrangeais son oreiller. Ces mots, prononcés avec une telle sincérité, résonnaient à mes oreilles et alimentaient la certitude que mon nom serait en tête de la liste des héritiers. J'imaginais déjà la lecture du testament, mon nom étant annoncé, la surprise sur les visages des autres parents éloignés. Ce moment serait le couronnement de tous mes efforts, la reconnaissance de ma loyauté. La mort de Monsieur Arthur, quand elle est finalement arrivée, a été sereine, presque un soulagement pour son corps épuisé, mais pour moi, elle a été le prélude d'un nouveau chapitre. J'étais à ses côtés, tenant sa main déjà froide, et j'ai ressenti un mélange de tristesse véritable et d'une anxiété incontrôlable. Ses dernières paroles avaient été de gratitude, un murmure presque inaudible qui confirmait mes attentes. Le silence qui a suivi a rempli la pièce, et avec lui, la promesse que l'héritage était à un pas de se matérialiser. Le rituel du deuil a commencé, mais dans mon esprit, les papiers et les avocats se mouvaient déjà.
Les jours qui ont suivi ont été remplis des préparatifs pour les funérailles, un événement qui, pour moi, était davantage une formalité avant la grande révélation. Des parents éloignés ont commencé à arriver, certains avec des airs de véritable chagrin, d'autres avec la même curiosité voilée que j'avais ressentie au début. Je me comportais avec la dignité de quelqu'un qui avait perdu un être cher, acceptant les condoléances avec un air de douleur contenue, mais intérieurement, mon esprit calculait les prochaines étapes. Chaque poignée de main, chaque étreinte, était un rappel de mon rôle et de la récompense imminente. Pendant la veillée et les funérailles, j'ai remarqué les regards curieux posés sur moi. Certains parents m'observaient avec un mélange de respect et d'envie, conscients de ma proximité avec le défunt. J'entendais les murmures sur mon dévouement et sur la chance qu'avait eu Monsieur Arthur d'avoir quelqu'un comme moi. Chacun de ces commentaires renforçait ma conviction que mon image était impeccable et que le testament ne serait que la formalisation de ce que tous attendaient déjà. La scène était prête, et le climax approchait à chaque minute. La lecture du testament fut fixée une semaine après les funérailles, une période d'attente qui semblait interminable. Chaque jour était une torture silencieuse d'anticipation. J'avais déjà mentalisé la scène plusieurs fois, l'avocat, de sa voix grave, lisant les dernières volontés de Monsieur Arthur, mon nom apparaissant en évidence, et la surprise ou peut-être même un peu de choc sur les visages des autres présents. Je me voyais déjà gérer la fortune, voyager, réaliser tous les rêves que j'avais gardés si longtemps. La date approchait, et avec elle, la concrétisation de tout mon plan. Le jour de la lecture, je me suis habillée d'une tenue discrète mais élégante, prête pour ce qui, je le savais, serait l'un des moments les plus importants de ma vie. Je suis arrivée au bureau de l'avocat avec une confiance inébranlable, saluant les quelques parents qui s'étaient présentés. Je me suis assise, le cœur battant fort, non pas de nervosité, mais d'une pure excitation. Le stylo de l'avocat planait sur le document, et la pièce était plongée dans un silence lourd d'attente. J'étais prête à recevoir ce que je croyais être mon droit, la couronne de mon dévouement filial. L'avocat s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et commença à lire. Les premières lignes étaient les formalités d'usage, nom et reconnaissance. J'écoutais attentivement, attendant le moment de mon nom. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, une attente presque insupportable. Les noms de quelques parents éloignés furent mentionnés pour de petites sommes, ce qui me fit sourire intérieurement. Ils n'étaient que de simples figurants dans la pièce que j'avais si bien mise en scène. L'avocat fit une pause, regarda les personnes présentes et, finalement, arriva à la partie principale, celle que j'avais tant attendue. La tension dans la pièce était palpable, mais ma confiance restait inébranlable. Et, en reconnaissance de son inestimable dévouement et de sa loyauté, la voix de l'avocat a résonné, et j'ai ressenti un frisson de satisfaction. Ces mots étaient la confirmation de mon triomphe. Je me préparais déjà à l'onde d'applaudissements ou, du moins, de regards d'admiration et d'envie. Mon esprit vagabondait déjà vers les voyages que je ferais, les achats que je réaliserais, la vie de luxe qui m'attendait. Un sourire discret flottait sur mes lèvres tandis que je me préparais à entendre mon nom prononcé, la validation de tous mes efforts et sacrifices. L'air semblait vibrer avec la déclaration imminente. Je lègue toute ma fortune à ma chère et abnégée soignante, Elisa Mark. Le monde sembla s'arrêter. Les mots, si clairs auparavant, se transformèrent en un bourdonnement lointain dans mes oreilles. Elisa Mark ? Non, ce ne pouvait être. Mon sourire se figea, la confiance vola en éclats. Je clignai des yeux, pensant avoir mal entendu, que c'était une erreur, une mauvaise plaisanterie. Le regard de l'avocat, auparavant neutre, se posa sur moi un instant, un éclair de quelque chose que je ne pus déchiffrer, peut-être de la pitié, peut-être du dédain. Ma gorge s'assécha, et un frisson me parcourut l'échine. Le choc fut si intense que je sentis le sang se retirer de mon visage. Je regardai les parents, qui m'observaient maintenant avec un mélange de confusion et, à ma surprise, de satisfaction voilée. C'était le moment où je devais être triomphante, pas en plein effondrement. Les mots du testament continuaient à résonner dans la pièce, mais je ne les entendais plus, seulement le nom d'Elisa se répétant dans mon esprit, une mélodie macabre. Ma respiration devint lourde, et le nœud dans mon estomac se serrait de plus en plus, apportant avec lui un terrible pressentiment. J'avais perdu. La déception m'a frappé comme un éclair. Tout mon dévouement, toutes mes conspirations, tout le temps investi, tout avait été en vain. L'image d'Elisa, les yeux embués en quittant la maison, me revint à l'esprit avec une clarté douloureuse. L'ingratitude, que j'avais projetée sur elle, était maintenant la mienne. La toile de mensonges que j'avais tissée s'est défaite entre mes mains, et je me suis retrouvée nue, exposée, avec mon ambition démesurée au grand jour. Le testament, ce morceau de papier qui promettait tant, s'est révélé être ma ruine. Je n'arrivais pas à croire à l'ironie cruelle du destin.
La sortie de ce bureau fut un flou. Je pouvais à peine voir où j'allais, les jambes tremblantes, l'esprit en désordre total. L'air dehors semblait dense, difficile à respirer. Chaque pas était un poids, et le silence des parents autour de moi était assourdissant. Personne ne dit un mot, mais leur regard suffisait. Je pouvais sentir le mélange de triomphe et de mépris sur leur visage, une danse silencieuse de « je vous l'avais dit » et bien fait. L'ironie était cruelle. Moi, qui me sentais la plus maligne, la plus méritante, fus la seule à repartir les mains vides, l'âme rongée par ma propre ambition. Le monde tournait au ralenti, et je sentais la chute. Je suis retournée à la maison que, pendant tant de mois, j'avais considérée comme ma future propriété. Maintenant, elle semblait un monument à ma folie. Chaque meuble, chaque objet, chaque recoin de cet endroit se moquait de moi. Le fauteuil préféré de Monsieur Arthur, où je l'avais si souvent entendu exprimer sa gratitude, semblait maintenant un trône vide, un rappel de mon échec. La solitude de cette grande maison m'a étreinte, et je me suis retrouvée seule, sans la fortune que j'avais tant convoitée, sans la dignité que j'avais juré d'avoir. L'ingratitude que j'avais semée, en accusant Elisa, revenait me hanter, un écho amer dans chaque pièce. Les jours suivants furent faits d'isolement et de réflexions amères. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Elisa, à son expression de douleur et d'incrédulité quand je l'avais accusée. Comment avais-je pu être si aveugle, si cruelle? L'image d'elle, quittant la maison la tête basse, me hantait. Monsieur Arthur, dans sa sagesse et peut-être dans son intuition, avait perçu la vérité derrière mes mensonges. Il ne s'était pas laissé berner par mon théâtre, par mon dévouement forcé. Sa gratitude envers moi n'était, en réalité, qu'un écran de fumée, tandis que sa véritable loyauté appartenait à qui le méritait vraiment. La fortune, que je convoitais tant, est allée entre les mains d'Elisa, la femme que j'avais injustement diffamée et licenciée. Je me souviens d'avoir entendu des rumeurs, des semaines plus tard, qu'elle utiliserait une partie de l'héritage pour ouvrir une maison de retraite, un endroit où la vraie dévotion et l'affection seraient la base. La nouvelle m'a frappé comme un nouveau coup, un rappel vivifiant de ma propre faute morale. Alors que je me noyais dans le remords et la misère, Elisa transformait la générosité de Monsieur Arthur en quelque chose de bon pour le monde, un héritage de compassion que je ne pourrais jamais égaler. La vie, d'une manière cruellement juste, a fait payer son prix. Ma réputation était ternie, mes plans anéantis et mon ambition, autrefois si vorace, étaient désormais un lourd fardeau. La gratitude de l'héritage était, en réalité, la gratitude qui a révélé la vérité et a démasqué mon ingratitude. J'avais tout perdu, non seulement la fortune, mais aussi ma paix d'esprit. L'histoire de Monsieur Arthur et d'Elisa est devenue un murmure dans ma conscience, un rappel constant que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la bonté et l'honnêteté, des leçons que j'ai apprises de la pire des manières.